Bon, merci à tous les intervenants. Les organisateurs nous disent que, au pire, nous devons rendre le retard dans l'état où nous l'avons trouvé, c'est-à-dire terminer dans un peu moins de 10 minutes. Au mieux, le réduire, mais je ne crois pas que ce sera possible. Donc, ce que je vous propose, c'est que on prenne 3 questions de la salle à la suite et que les différents orateurs se positionnent en fonction des questions qu'on aura eues. Ils répondront chacun à ce qui leur convient. Oui, déjà une question devant. On a un micro ? Oui, merci. Bonjour, je m'appelle Alfredo Valadao, je suis directeur de la chaire Mercosur de Sciences Po. Et j'ai été très impacté, comme disent les anglo-saxons, par l'argumentation très pessimiste de M. Jean-Michel Gauthier, en particulier en ce qui concerne le transport routier et le pétrole, où vous avez terminé en disant qu'il faut un saut technologique. Or, je suis très étonné qu'on n'ait pas donné l'exemple du Brésil. C'est-à-dire qu'au Brésil aujourd'hui, qui est un des grands parcs automobiles du monde, puisqu'on vend 3 millions de véhicules par an, la moitié des besoins énergétiques du transport automobile est couvert par l'éthanol. L'éthanol de canne, je dis bien. Or, l'intérêt de l'éthanol de canne, c'est qu'il ne rentre absolument pas en compétition avec les produits alimentaires. Il couvre aujourd'hui cette moitié des besoins en essence est couverte. C'est 1% de la surface arable brésilienne. Et tout ça à environ 3000 km de la forêt amazonienne. En gros, tout ça est produit dans l'état de São Paulo. C'est extrêmement propre comme carburant, en tout cas beaucoup plus propre que le pétrole. Et aujourd'hui, il y a environ 80 pays dans le monde qui auraient des conditions climatiques pour plus ou moins développer des technologies de ce type qui existent déjà, qui fonctionnent depuis des années et qui pourraient très très facilement être mises en route à ce moment-là. Alors, c'est vrai si on veut faire de l'éthanol avec du maïs, effectivement, c'est absurde. Ça rentre en compétition avec les cultures. Et pire, pour chaque unité d'énergie que vous mettez pour faire de l'éthanol du maïs, vous en retirez 1,3. Tandis que pour la canne, vous en retirez 9. Donc il n'y a pas photo dans ce genre de choses. Alors, il y a du protectionnisme, il y a d'autres affaires pour lesquelles l'éthanol... Deuxième question, en ce qui concerne la question des prix du pétrole, c'est plutôt pour M. Favnec. Je parle aussi deuxième, s'il vous plaît. Oui, je parle aussi du Brésil dans ce cas-là. Il y a aussi des coûts d'opportunité, indépendamment des prix, pour pouvoir développer des nouvelles ressources. Puisque vous savez qu'il y a eu des grosses découvertes actuellement dans le pré-sal brésilien, et la Petrobras, en dépit des prix bas, a décidé de démarrer le programme d'exploitation pour une raison simple, c'est que tous les services, les plateformes, etc., qui coûtaient extrêmement cher avant, tout ça s'est écroulé, donc c'est peut-être un bon moment pour développer à long terme des réserves qui existent. On va encore laisser la parole à la salle pour une ou deux questions. Alors, selon qu'on compte celle-ci, simple ou double. Une seule. Elle compte pour deux, celle-là. Oui, je le redoutais. C'est la dernière, alors. Bon, d'abord, félicitations aux orateurs. Ils ont fait tous une synthèse remarquable sur chacun de leurs problèmes. Tout de même, 2 choses qui m'ont surpris. La première, c'est la timidité sur le nucléaire. Dans les premiers bilans énergétiques, même ceux qui croient du nucléaire n'arrivent pas à croire qu'on en puisse en faire beaucoup, alors que quand on se revient dans les crises antérieures, la France est montée à 4 ou 5 réacteurs par an, et maintenant on est plutôt de dire on peut en faire un tous les 10 ans. Alors il y a quand même un petit problème, on y croit pas, mais personne n'ose mettre une importante production nucléaire dans les bilans futurs. Le deuxième point, on sort d'une crise financière, et on a fait peu allusion, sinon M. Favnec disant qu'effectivement ça peut repousser des certains investissements, mais les gros problèmes financiers d'investissement, de production, de transport et d'évolution de l'énergétique, est-ce que la crise actuelle, est-ce qu'on dit sur le monde bancaire et le monde financier risque de changer la donne? Bon, on est obligé d'arrêter les questions. Je vais demander à ceux des participants à la table ronde qui se sentent particulièrement interpellés de répondre sur ce qui leur concerne. Pas forcément de répondre à tout d'ailleurs, puisque certaines remarques étaient plus des contributions que des questions. Jean-Michel ? Oui, ça marche ? Oui, ça marche.
Oui, monsieur, oui. Merci de signaler l'exemple du Brésil, effectivement. Ne vous méprenez pas sur mon propos. Je signalais simplement qu'aujourd'hui, en matière de transport de véhicules particuliers, on en est encore au moteur tel qu'il a toujours existé et qu'on est toujours dépendant de la loi de Carnot, c'est-à-dire que le rendement thermique est toujours extrêmement pauvre et qu'on n'a pas, sauf plus amplement informé, la technologie n'a pas évolué de ce côté-là. Donc on est sur des rendements énergétiques, une efficacité énergétique extrêmement faible. Alors vous parlez de l'éthanol. Oui, bien sûr, mais je voudrais bien connaître la liste des 80 pays qui entrent dans le cas du Brésil, ça m'intéresserait beaucoup. Je voyais récemment le rapport du gouvernement français qui disait que pour déplacer 80 à 100% de la demande de gazole et d'essence en France, il fallait multiplier les surfaces arables par plus de 300%, et que nous allions en France et d'ailleurs la France est quand même un grand espace, et je pense qu'il y a très peu de pays européens qui sont dans la situation française. L'autre point, mais je vous réponds par une question. L'éthanol, est-ce qu'on l'utilise pur? Et si on utilise un éthanol à partir de canne à sucre, est-ce que ces plantations de canne à sucre ont été développées sur ce qui était avant une forêt primaire? Ça reste à démontrer. Je suis sans doute là, comme bien d'autres citoyens et lecteurs, je lis les rapports qui sont sous mes yeux. On me fait signe qu'il faut devenir brevissime. Même pas? Oh. Bien, donc finalement nous rendons 1 minute de moins que ce que nous avons trouvé de retard, et je pense que Elisabeth et moi pouvons en votre nom à tous remercier les orateurs, et donc nous passons la parole immédiatement aux financiers. On m'a prié de vous rappeler qu'il n'y avait pas de pause, et vous êtes donc enchaînés à vos bancs jusqu'à la fin du colloque. Merci.